Bonjour Sarah. Bonjour Roselyne. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème que tu as choisi. Qu'est-ce que vivre en tant qu'humain? Alors, comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Beaucoup d'humains pestent contre la vie, d'autres la disent belle, mais la vie n'est ni l'un ni l'autre. La vie, elle est tout. Elle est c'est une question vertigineuse, mais comment on définit la vie? C'est quoi la vie? Souvent, on se pose cette question et oh là, on s'arrête en disant non, j'y pense plus, c'est trop vertigineux. Alors je ne rentrerai peut-être pas dans le thème de la biologie, parce que Non. le vivant, il est catalogué. Non, je parlais pas de ça, je parlais en tant que vivre avec nos émotions, l'être humain, comment on traverse la vie, comment, voilà. Mais peut-être que je commence par une question trop générale. Non, au contraire. Au contraire, je voulais commencer moi pour parler aux gens de la biologie. C'était Ah d'accord. T'inquiète pas. Non, justement, parce que l'humain, enfin, le vivant, la vie, on me dit souvent, ben, c'est parce que tu respires que tu es vivant, donc c'est ça la vie. C'est parce que tu manges que tu es vivant, c'est ça la vie. Mais en fait, on est en train de découvrir qu'il y a peut-être d'autres formes de vie, qu'il n'y a pas forcément que la respiration, qu'on découvre plein de choses scientifiquement chaque jour. Même au niveau des astres, la planète, elle ne respire pas forcément, pourtant elle est vivante. Donc il y a vraiment cette notion de vie, qu'est-ce que la vie? Et du coup, en tant qu'être humain, c'est totalement différent de la vie des animaux. Donc, du coup, c'est normal que ça soit difficile de la définir. En tant qu'être humain, vivre notre vie humaine, je dirais que c'est accepter déjà notre imperfection. Parce que ce n'est pas évident de vivre tous les jours, au jour le jour, en étant, comment on pourrait dire, une personne qui joue déjà un masque social. Parce que du coup, on a le masque social, par exemple, du bon père, de la bonne mère, du chef d'entreprise, de la boulangère. On joue un masque. Donc vivre, c'est pas non plus répondre à nos masques. C'est juste savoir, là je dirais, surfer sur la vague, surfer entre nos blessures, notre être intérieur, l'extérieur, ce qu'il y a comme besoin à l'extérieur, nos envies, mais aussi les envies extérieures et nos propres besoins. Donc pour moi, la vie, c'est une danse. C'est une danse, c'est du mouvement, c'est un battement de cœur. C'est quelque chose en fait qui s'épouse, qui se définit, qui se redéfinit, qui change. C'est de l'impermanence en tant qu'être humain. Et cette impermanence, je dirais qu'elle fait partie de notre histoire et que c'est les petits éléments en tant qu'être humain que l'on va choisir qui va faire du coup notre identité, notre personnalité, mais aussi qui va pouvoir dire qu'on a eu selon notre prisme une vie riche, une vie pauvre, une belle vie, une mauvaise vie. C'est comme ça que l'humain se définit. Donc effectivement, qu'est-ce que la vie en tant qu'être humain? Je dirais que c'est une quête d'authenticité et une quête de lâcher prise, parce que notre mental, on est la seule espèce à avoir un mental aussi développé, ou en tout cas se faire des nœuds au niveau du mental, pas au niveau de l'intelligence, mais on se fait beaucoup de nœuds. Et être en capacité en fait de se poser des questions, de se poser les bonnes questions, je dirais, et pas de partir à divaguer dans des choses qui n'auraient pas de raison d'être. Par exemple, on va se demander, je sais pas, c'est pas forcément important, il y a des codes entre les valeurs morales, etc. Mais par exemple, si tu mets la fourchette à gauche ou à droite, est-ce que c'est grave ou pas, ou est-ce que l'important c'est de manger? Donc je dirais que l'être humain, vivre en tant qu'être humain, c'est toujours définir, effectivement, pas définir, mais savoir écouter ce que l'on a à l'intérieur, et surtout savoir faire la part des choses entre la fond et le forme de toute situation. Mais parfois, on a aussi l'impression de se battre avec la vie. Ouais. Je sais pas, tu construis une maison, il y a tout qui va de travers, tu déménages, tu as une inondation. Quand même, la vie, c'est... est-ce que c'est le résultat de ce que toi, tu produis? Parce que parfois, la vie se déroule de manière assez linéaire, ce qui est quand même rare. Est-ce que nous produisons les événements que nous vivons? Ou ce sont des éléments, comme tu le dis, voilà, la vie c'est comme un tapis roulant, et puis il y a le paysage qui défile. Tantôt il est abîmé, ce paysage, et tantôt il est joli. Est-ce que c'est cette impermanence là? Je pense qu'il y a les deux. Déjà, c'est savoir qu'il n'y a rien qui est fait contre nous. Il n'y a rien qui est fait pour ou contre nous, mais qui est fait avec nous. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, la maison, par exemple, je prends, je sais pas, on va dire Sophie, qui a une maison enfin bâtie avec son chéri, ses enfants, elle a mis toute sa vie, toutes ses économies, et la maison brûle, elle perd tout. Mais en fait, c'est surtout nos attentes qui nous font mal. C'est nos attentes, c'est nos souffrances, c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas la vie qui nous fait souffrir. Parce que la maison, elle soit là ou qu'elle brûle,
oui, il y a un changement, ça crée de l'insécurité, mais c'est surtout notre façon d'y réagir. Je vais donner un exemple très simple par rapport à ça. Une situation qu'un patient a vécue. Il a attendait sa copine pour manger des pizzas. Elle devait arriver avec les pizzas. Enfin, ils attendaient le livreur. Ça, j'ai plus trop de détails. Et en fait, le soir, donc l'heure passe. Il attend. Et il me semble qu'elle arrive avec les pizzas. Elle ouvre et effectivement, elle est en pleurs. Donc il la décharge. Il dit mais qu'est-ce qui va? Et elle lui dit mais en fait, je me rends compte que je ne t'aime plus. Je vais partir avec Marc à l'étranger. Je te rends ton alliance. On était fiancés le mois prochain, mais je peux plus. Je pars. Et en fait, il était en état de choc et il a dit ok, mais dans le sens j'accuse le coup. Ouais. Et en fait, elle lui a pas laissé de temps, elle lui a rendu l'alliance, elle est partie. Il est revenu sur son repas avec ses pizzas et en fait, petit à petit, il y a de la colère qui est venue en disant mais attends, quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, dans cette situation, alors il s'appelle pas réellement Marc, hein, c'est pour préserver l'anonymat, mais pour du coup aider Marc, ce que je lui ai dit, c'était imagine que tu attendais de la quitter parce que tu étais tombé amoureux de quelqu'un. Imaginons que tu souhaitais la quitter mais que tu n'avais pas le bon moment, que tu attendais ce déclic. La même situation se passe. Ben là, tu serais heureux. Tu serais heureux parce que ton attente par rapport à cette séparation se faisait. Et là, tu remanges ta pizza en disant enfin débarrassé, je suis passée à autre chose. Donc en fait, c'est notre attachement émotionnel par rapport à une attente, par rapport à une réalité, par rapport à des choses qui se mettent en place, qui font qu'on va en souffrir. Mais si on se détache émotionnellement, ça ne veut pas dire ne pas les vivre, mais juste être dans l'acceptation de ce que la vie nous propose. Peut-être que cette maison a brûlé et peut-être que en fait, en brûlant, les foules vont, pour reprendre cette image de Sophie, il y aura peut-être un trésor dessous. Non, mais il faut beaucoup de sagesse pour c'est ça. Non, mais tu as raison. Mais j'ai l'impression que c'est un peu vivre en théorie, ça. Est-ce que c'est pas de la... Moi, j'aimerais bien les vivre en théorie. En théorie, ne pas s'attacher. En théorie, ne pas avoir d'ego. En théorie, ne pas être malheureux. Mais waouh, c'est comment on fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est complexe. Parce que je pense que tu as raison. Mais parce que toi, tu es capable de le faire. Mais nous sommes nombreux à pas avoir atteint ta sagesse. Alors, je pense pas être plus sage que d'autres. Je pense juste que c'est aussi avoir accepté les expériences qui se présentent. Il y en a beaucoup qui n'osent pas passer à l'expérience par peur de se tromper. C'est vrai. Moi, j'encourage les gens à se tromper. Mais vous vous trompez, mais c'est tellement génial. Ça vous permet de savoir maintenant où sont les autres bonnes solutions. Donc, je crois que c'est Edison qui disait qu'il a trouvé de 700 manières de ne pas faire fonctionner une ampoule. Et puis, on a trouvé une. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va fuir les expériences par peur. Donc, des choses... Les peurs, c'est irrationnel. On peut avoir peur de ceci, peur de ça, mais ça ne s'est pas produit. Donc, en fait, on va être dans une forme de projection mentale, projection astrale, qu'importe le mot qu'on va mettre. Mais en fait, du coup, on n'est plus dans l'instant présent. Alors que dans l'instant présent, tout va bien. On est assis, on est là, on échange... papote ou on mange, mais en fait l'instant présent, c'est pour ça que Eckhart Tolle en parle beaucoup dans son livre, c'est vrai que si on reste dans l'instant présent, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur parce qu'on n'est pas dans une forme d'anticipation, de vouloir gérer ou contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et donc, il n'y a plus réellement grand-chose qui nous échappe. Effectivement, c'est beaucoup de théorie parce que on est dans une société, surtout en Occident, où on parle beaucoup, on image, on analyse la pensée, et en même temps, moi je dis aux gens, passez à l'action. Passez à l'action, prenez le risque d'être déçu, prenez le risque de pleurer, prenez le risque d'être en colère, prenez ce risque. Ça vous fera pas mal et ça vous enlèvera pas votre valeur. C'est comme cette histoire avec le billet de 20 € et du professeur. Si notre valeur, on va dire, elle est de 20 €, que le billet on le déchire, qu'on le mange, qu'on marche dessus autre, même si c'est l'essaie et tout, même si on le recolle avec du scotch, ça restera 20 €. Notre valeur, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'importe ce que l'on vit, par contre, on peut retracer notre histoire grâce aux fragments qu'il y a, mais on restera la même personne. Donc d'aller à l'expérience, oui, ça peut nous faire voir des masques de nous-mêmes qu'on n'aime pas. On peut dire, mince, là en fait je me suis montrée comme étant une mauvaise personne, j'aime pas, qu'est-ce que les autres vont dire? Et le regard de l'autre, quand on vit en tant qu'être humain, ça joue beaucoup dans la balance. Et je dirais que ce qui nous empêche d'être heureux, c'est ce regard extérieur. Parce que du coup, on se conforme aux attentes des parents, aux attentes de la société. Bien sûr. Oui, ce que tu disais, le masque social. Mais le masque social prend un grand poids. Et c'est pas facile. Mais c'est surtout, et bien sûr, je vous dirais, quand j'ai une déception, je suis triste ou je suis en colère, je m'accorde mon temps pour aller. C'est-à-dire dire, ok, là je suis pleure, je triste, je dis n'importe quoi, j'évacue. Par contre, après, c'est
Ok, là j'ai évacué. Qu'est-ce que je dois faire? Prochaine étape. Et je passe sur ma prochaine étape. Je dis souvent que tous les êtres humains sont des orphelins. Et qu'on a juste oublié qu'on était notre propre parent. Et que la vie nous encourage à être notre propre parent, notre propre papa, notre propre maman. Alors, explique, c'est bien de dire ça, mais je voudrais que tu développes là-dessus. Être son propre parent, c'est quoi? C'est savoir faire preuve d'assez de bienveillance, d'amour et de respect pour soi-même. Pour pouvoir toujours continuer de s'encourager, même si on est déçu de la situation extérieure qu'on a produite sans vouloir pour autant la contrôler. C'est-à-dire se dire qu'on est toujours digne d'amour, on est toujours digne de respect, on est toujours digne de s'améliorer. Qu'importe ce que l'on fait, on n'a pas à s'incriminer de quelque chose ou à se blâmer. L'erreur a passé, on ne peut pas la changer. On peut essayer de changer le présent pour améliorer le futur à cause de ce passé, mais on ne peut pas changer lui-même le passé. Par exemple, dans une salle de classe, si tu dis à des élèves, 10 élèves, faites-moi la roue, il y en a qui vont savoir la faire, il y en a qui ne vont pas savoir. Et ceux qui ne vont pas savoir, ils vont se dire je suis nul, je suis incapable, je ne peux pas, de toute façon je n'en ferai jamais, les autres sont meilleurs que moi. Et en plus, on peut avoir même la peur des railleries des autres sur soi. Mais qu'est-ce qui fait que des enfants vont réussir et d'autres échouer? C'est qu'il y en a qui ont tout simplement eu de l'entraînement avant cette session de cours. Surtout dans les classes, on va dire, d'école publique. Peut-être que les enfants, dehors, dans la maison, s'entraînent. Mais ça, quand on le voit sur un espace commun d'entraînement, ben, il n'y a pas cette norme qui rentre. On ne voit pas le vécu ou les efforts qui sont faits derrière. Quand on voit les personnes à succès, on ne voit pas les efforts ou ce qu'elles ont fait derrière. Mais par contre, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Mais comme on dit souvent, prenez ma vie et vous verrez. Et vous verrez si vous voulez vraiment avoir le même chemin. Et c'est exactement pareil. Donc déjà se dire que l'autre est autre et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Par contre, le rôle d'un professeur qui accompagne par exemple cette salle de classe, c'est de savoir rappeler à l'enfant que tout le monde s'entraîne à différents degrés, qu'on n'a pas juste le même stade d'entraînement. D'où la notion de la discipline, de la performance, et que j'encourage vraiment les gens à passer en tant que vie d'être humain, c'est faire des suites d'expériences et de savoir tirer des leçons et rebondir. Et c'est quelque chose vraiment de Donc il faut accepter les erreurs, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Je vais prendre un exemple. Quand tu as quelqu'un dans ta famille que tu aimes et qui est malade, alors ça peut être une maladie mentale, ça peut être une addiction, un enfant qui va pas bien, et que tu veux sauver cette personne. Mais tu vois bien que tant que l'autre n'a pas décidé de se sauver lui-même, tu es un peu comme Don Quichotte qui se bat contre des moulins à vent. Comment accepter? Et je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui vivent des situations où ils sont dans l'impuissance. Comment faire, Sarah, pour accepter la situation en ne voulant pas à tout prix sauver quelqu'un et de ne pas en souffrir, hein? C'est dur, hein? C'est très dur. Et je dirais que ta question, elle touche pour moi, elle est intemporelle en fait. Elle est intemporelle parce qu'on se la pose tout le temps, à n'importe quel âge de la vie, que ce soit dans notre enfance ou en vieillissant. Donc elle est essentielle. Quand je l'entends, tu as dit aussi le mot pour moi de la réponse. Comment faire? C'est pour moi, tu as dit le mot impuissance, c'est accepter son impuissance. Et pour l'accepter, c'est savoir qu'en fait, déjà on n'est pas Dieu, on n'a pas le pouvoir sur l'autre, même si on nous le fait croire. On nous fait croire qu'on peut étirer le jour en mettant de l'électricité et du coup qu'on fait le jour plus longtemps. On le fait croire qu'on a un pouvoir et effectivement la souffrance de l'autre pour nous est intolérable. Surtout dans notre culture française, avec le système judéo-chrétien, on a cette notion il faut se sacrifier pour l'autre sinon on n'est pas une bonne personne et qu'on n'est pas une belle personne. Donc il y a cette notion de on te fait mal, autant la joue, c'est pas grave, encaisse, laisse l'autre se changer, mais non. En fait, ça fait pas partie de l'amour de soi que de subir. Il faut trouver le juste équilibre. On peut être dans l'entraide et le soutien, mais sans pour autant être dans le sacrifice. C'est là la différence entre l'empathie et aussi la compassion. Je dis souvent aux gens, soyez plus compatissants que d'être dans l'empathie. L'empathie, on va associer l'émotionnel et la problématique de l'autre à notre propre vécu. Et généralement, c'est notre petite fille, notre petit garçon intérieur qui va sentir en détresse dans la situation que vit l'autre. Et ça nous est insupportable. Oui. Donc c'est une partie de nous qui souffre en voyant souffrir l'autre. Exactement, qui a été soit négligée, soit oubliée, parce qu'on a toujours été dans une gestion extérieure. En psychologie, on voit souvent que l'enfant veut faire plaisir aux parents. Et parce que sans ses parents, en fait, il n'est rien, il ne peut pas vivre. Donc il y a une forme de sacrifice que l'enfant fait toujours. C'est plus sujet généralement, si on voit les statistiques, un peu plus aux petites filles qu'aux petits garçons. Et encore, ça dépend des années. Mais il y a quand même cette notion de vouloir sauver l'autre parce que sinon on n'existera plus. Et notre monde extérieur changera. Et ça, c'est une difficulté qui est plutôt subconsciente, voire inconsciente. Et en même temps, l'autre, ben, on l'aime. Comme tu dis, c'est un enfant, c'est un parent, oui, on peut l'aimer.
mais c'est savoir jusqu'où on peut aider l'autre. Et je dis souvent que c'est bien, on arrive souvent à mettre des limites à l'autre, savoir dire non, c'est bien, mais savoir se dire non à soi et se mettre des limites, c'est très dur. C'est très très dur parce que du coup, il faut qu'on passe au-delà de notre propre jugement par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on ne fait pas aussi. Et savoir aussi que la vie, et c'est ça qui est dur pour beaucoup, on a comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'on fait chaque action qu'une seule fois. Chaque seconde qui passe est une seconde de passé, et le mot qui est dit, c'est peut-être un mot de moins ou de trop. Et il y a les regrets et les remords. Parce qu'on brasse constamment le passé, on se dit mais est-ce que j'aurais pu faire mieux? Il y a cette culpabilité quand il y a un enfant ou un parent qui est malade. Je pense aux tentatives de suicide aussi. Et des fois on se dit mince, la personne elle avait l'air d'être bien, j'étais avec elle l'heure d'avant, elle voulait me parler, je lui dis qu'on se parlerait plus tard parce que j'étais occupée, mais et si j'avais aidé cette personne, qu'est-ce que ça aurait changé? Et il y a cette peur en fait d'être responsable de l'inéluctable pour l'autre. Et du coup, accepter son impuissance, c'est-à-dire qu'en fait, on n'en est pas réellement responsable, c'est pas nous qui asseignons le coup. On peut favoriser, on peut aider, mais des fois, il y a des personnes qui aident de toute leur énergie, qui sacrifient corps, argent, santé, et en fait, ça ne change rien. Et il y a des personnes, des fois, qui se détruisent, qui s'autodétruisent. Voilà, qui ne peuvent pas franchir encore à un certain temps la tête hors de l'eau. C'est pour ça que dans notre société, là, je vais parler de manière générale, on est assez individualisé dans le sens où maintenant il y a les familles, même les grands-parents sont dissociés de la famille, alors qu'il y a quelques centaines d'années, tout le monde vivait sous le même toit. Quand la maman était fatiguée de l'enfant, elle donnait à la sœur, à la tante, à la grand-mère. Il y avait une forme de repos, il y avait une forme de détente. Il y avait d'autres problématiques, hein. Je dis pas que c'était parfait, attention. Mais là, nous, on est seuls. Donc du coup, il faut avoir de l'argent pour payer la nounou, il faut payer ceci, il faut payer ça, il faut payer des instituts. Tout est monétarisé. Il y a moins d'entraide fraternelle. Malgré tout, il y a beaucoup d'intérêt dans les entraides ou dans ce que l'on voit, même la chimie, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en compensation quand on voit que maintenant, c'est pour ça que je disais sur un autre podcast que j'avais avec ces médecines, c'est de voir que des fois on a des médicaments qui soignent, mais parce qu'il est trop cher, on ne le donne pas. Je trouve ça triste, personnellement, en sachant que l'argent, on ne va pas l'emporter dans la tombe en souffrant. Et du coup, comment accepter une situation, c'est accepter cette impuissance, se dire qu'effectivement, on n'est pas responsable de la cause de la maladie ou de la pathologie de la personne, et qu'on fait au mieux. Et qu'on fait effectivement son maximum. Par contre, on ne peut pas faire plus en se sacrifiant. Se sacrifier, ça ne veut pas dire se donner une raison et dire, ben voilà, j'ai tout fait, je me suis sacrifié, je m'allège la tranquillité de l'esprit. Et ce que l'humain recherche, c'est beaucoup la tranquillité, la paix mentale, en disant, bon, ben c'est bon, j'ai tout fait, je regrette rien. Tu vois. Donc quand il y a quelqu'un qui souffre autour de toi, c'est une partie de toi souffrante et manquante en quelque sorte. Tu sais, il y a l'image, quand on est en avion, tu es avec ton enfant, et l'avion est en train de chuter ou perd de l'altitude. Donc il y a le masque qui tombe, et on dit souvent que pour sauver celui qui est à côté de toi, il faut d'abord, toi, te mettre en premier le masque à oxygène pour pouvoir le donner à l'autre. Est-ce que ça, c'est l'image que tu donnerais pour quand tu es un aidant, par exemple, un aidant pour un parent? Je reprends la même image que tout à l'heure, quand tu veux aider. D'abord t'aider toi. Voilà, mais c'est entièrement ça. Et je peux parler pour le coup d'expérience en étant praticienne. Je suis accompagnante, je suis thérapeute, je coach. Et ça m'est arrivé d'être dans des situations où je dis aux gens, je suis disponible pour vous. Pour moi, posez-moi vos questions, je vous répondrai. Par exemple, je peux vous accompagner, n'hésitez pas. Par contre, je sois claire, ou si toutefois, il y a par exemple, vous voyez, quand 24 heures ou 48 heures, j'ai peut-être pas vu le message parce qu'il est toujours marqué comme non lu, ça peut être que je l'ai pas reçu. Parce que des fois, il y a des bugs technologiques et je fais bugger la technologie ou je crame mes ordi, donc ça, je suis pleine de référence là-dessus. Mais n'hésitez pas aussi à relancer. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, si jamais je reçois le message, donc on va dire en temps normal, je peux répondre de suite, je réponds. Quand je ne peux pas, je dis non, je ne peux pas dans le média. Par contre, je vous répondrai. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour sauver l'autre. Par contre, je suis là pour être ouverte à la discussion et à l'écoute. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, qu'on peut faire au maximum. Par contre, quand j'ai besoin de couper, je dis aux gens, ok, vous pouvez me poser tous vos messages, j'y réponds quand je reviens. Là, je m'accorde un temps de vacances, un temps de repos, parce que des fois, j'ai même de la création de contenu à faire, et c'est important. Si moi, je ne vais pas bien, personne ne me soignera. Non. Personne ne m'aidera. Et par contre, je ne pourrai plus aider les gens. Donc tu n'es pas forcément, tu es touché par ce qui leur arrive, mais tu ne souffres pas avec eux. Ah non, c'est la différence justement entre, pour moi, l'empathie et la compassion. L'empathie, tu auras tendance à faire résonance, comme tu dis, avec cette partie. Tu sais, c'est la partie de toi qui est en souffrance. C'est pas tant la partie de toi, l'autre, qui est... je refais ma phrase. C'est pas tant l'autre qui a l'image de ta partie intérieure, c'est l'inverse, c'est ta partie intérieure qui s'associe à ce que l'autre produit. Donc c'est vraiment dire, ok,
dans l'empathie. Je ne suis pas l'autre, son vécu, j'ai envie de dire, il a le droit de souffrir, tout comme il a le droit d'être heureux. Ça ne t'appartient pas de le choisir. Par contre, ton état émotionnel, de comment toi tu vas vivre, ça t'appartient. Et dans la compassion, cette compassion, justement, c'est être à côté, dire, ok, je vois que t'es pas bien, je suis à côté, si je peux t'éclairer, te donner un conseil, je suis là. C'est ce que je propose, moi, à la communauté et aux gens que j'accompagne, c'est d'être là. Par contre, si effectivement il n'y a pas cet appel ou cet élan d'aller le faire, je ne peux pas aller le faire pour eux. J'ai pas le temps et l'énergie, déjà même des fois de répondre à des amis sur une semaine, je ne vais pas prendre le temps d'aller chercher l'autre, de dire est-ce que tu es sûr, etc. Par contre, sur une personne qui a des grosses problématiques psychiques ou autres, généralement on est plusieurs praticiens, on travaille en collaboration avec des psychiatres, des médecins, donc là il y a un relais. Et ça, c'est important aussi de savoir que la personne, quand elle est en détresse, la personne qui se trouve en face n'est pas censée être le seul référent. Elle ne doit pas être le seul référent. Il doit y avoir un relais. C'est pour ça qu'il peut être temps, pour ça qu'il y a des personnes qui sont adaptées pour ça, qui sont formées à ça. Et quand il y a une souffrance émotionnelle, surtout quand on est proche, on n'arrive pas à faire apparaître des choses. C'est pour ça que certains chirurgiens n'opèrent pas les membres de leur famille. Et comme tu dis très bien, le masque qui tombe à oxygène quand on est dans l'avion, avant tout soi-même, pour après aider les gens, je pense que c'est la base, effectivement. Et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on est égoïste. Ça veut juste dire qu'on fait... Donc, aller bien soi-même. Bien sûr, bien sûr. Si par exemple, tu te dis, ben, aujourd'hui, il y a peu d'oxygène sur Terre, je vais retenir ma respiration pour que les autres puissent vivre, ça rime à rien. Déjà parce que toi, tu vas te mettre en hypoxie, et après, ça veut dire qu'il y a peut-être des soignants qui vont venir te soigner, donc ça va faire des fois, ça fait de l'énergie. Et ceux qui fument leur cigarette, par exemple, et qui crament de l'oxygène, ils s'en foutent. Toi, je caricature, c'est une image totalement burlesque, inventée, mais c'est pour dire qu'en fait, c'est être avant tout bien avec soi pour après pouvoir aider l'autre. Et ça, c'est une base. Est-ce que l'humain a besoin de gens comme toi? C'est-à-dire, est-ce que on peut naviguer seul dans la vie ou parce qu'on a tous besoin d'un médecin, on a tous besoin de se faire débloquer le dos, on a tous besoin de s'épancher auprès d'un ami, d'une amie. Est-ce que des personnes comme toi sont importantes? Est-ce qu'elles peuvent débloquer des choses dans des vies? Qu'est-ce que tu apportes aux gens, toi? Je pense que tout le monde est important. Autant ceux qui font des dégâts que ceux qui les réparent. Parce que s'il n'y a pas de dégâts, en fait, il n'y a pas de prise de conscience non plus. Donc, quand je dis dégâts, ça peut être la vie. La vie qui donne des épreuves, elle est importante. Pas qu'on doit vivre tout le temps dans le mécanisme de survie, l'anticipation. Mais le but de la vie, c'est d'évoluer. Le propre de la vie, quand tu vois de l'herbe qui pousse partout, c'est de trouver l'occasion tout le temps d'aller plus loin, plus haut. Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'on peut y arriver seul, c'est ça? Bien sûr, t'inquiète pas, j'y viens. Ah oui. Et dans cette notion de est-ce qu'on peut y arriver seul, oui, mais il y a toujours une limite. À un moment donné, on est obligé de demander de l'aide, que ce soit moi ou à d'autres personnes, praticiens ou non, ça peut être même des amis qui vont apporter des conseils bienveillants. Mais dans cette notion de souffle de vie, on est effectivement obligé à un moment donné de se poser la question et de savoir si cette prochaine étape, on se sent de la faire seule ou qu'on ait besoin d'un regard extérieur. C'est pour ça que les images, tu vois, des sages dans la montagne qui méditent ou qui sont pleinement conscients, ils n'ont pas été seuls, ils ont été d'abord avec une vie remplie de plein de gens et après ils sont allés méditer en montagne. Donc il n'y a que quand tu es en contact avec l'extérieur que tu peux savoir réellement où tu en es et qui tu es. Donc tu es obligé pour moi de faire appel à quelqu'un à un moment donné dans les épreuves qui vont bien, tout comme dans les épreuves où ça va mal. C'est-à-dire qu'effectivement, des étapes à avoir une interaction sociale, ça porte l'être humain dans sa construction, dans son élévation et surtout vers un mieux-être. Donc, pour te dire qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce que je peux apporter, moi j'amène de la prise de conscience, j'amène de la restructuration, je refais un état des lieux pour les gens, de savoir où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils vont, savoir d'où ils viennent aussi, c'est important, faut pas qu'ils oublient, et qu'ils voient ce cheminement. Et si je dois donner une clé pour qu'ils soient un peu plus autonomes, puisque c'est aussi mon but de permettre aux gens d'être plus autonomes, c'est de ne jamais se comparer à l'extérieur, mais juste de se comparer à la version précédente d'eux-mêmes, la version d'aujourd'hui et la version de demain qu'ils souhaitent. Pour justement s'axer au maximum de manière autonome et seule dans ce fleurissement et cet épanouissement. C'est vrai que plus on va se comparer, plus on va être malheureux. On va se comparer à la copine qui a un meilleur job, qui est plus jolie, qui est plus jeune, ou voilà, la personne qui a un plus grand appart que toi. Bon, ou une maison, c'est ridicule en fait. Mais beaucoup de gens se comparent. Et ce que tu dis est vrai, c'est qu'en fait, il faut regarder le chemin
qu'on a accompli depuis le début, en fait. C'est ça le marqueur. Exactement. Une erreur qui est faite, c'est une erreur, mais après une erreur, ça devient, je veux dire, un échec si on n'en fait rien. Mais une erreur, c'est juste le bilan d'une expérience qui n'était peut-être pas satisfaisant ou pas avec des paramètres extérieurs formidables. Si tu veux organiser un mariage et d'un coup il pleut, on peut dire que c'est vraiment une erreur, ou du moins c'est pas un échec puisque tu le fais. Par contre, l'erreur, ça serait, ou du moins l'échec, de dire, de râler, de pester contre le temps, alors que le but, c'est pas le temps, c'est ce qui fait de l'événement. Et savoir se détacher émotionnellement, c'est un apprentissage. On est beaucoup attaché à nos possessions et à l'identité que l'on se fait de nous-mêmes. Par exemple, les gens sont habitués à avoir un style vestimentaire, avoir un style de musique. Et ça sécurise, ouais, on en a besoin de base, mais de s'enfermer là-dedans en disant non, je peux pas, je suis comme ci, non, je peux pas, je suis comme ça va les limiter. Et je pense que, et tu parlais des praticiens, les accompagnants ont un rôle de permettre aux gens de recroire en eux, avant tout, de se regarder autrement, de proposer une autre vision. Alors après, ça ne veut pas dire que tout le monde est prêt à changer sa vision de lui-même, de soi-même. C'est un cheminement de conscience. Il faut du temps aussi, il faut de la maturité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas stresser ou définir. Est-ce que tu penses que la vie doit passer forcément par des moments à la fois d'ermitage, c'est-à-dire de moments de solitude, des moments de joie, de fête, où on est ensemble avec les autres, et des moments de retrait, de repli, on avait évoqué ça dans une autre vidéo, mais est-ce qu'il est important de se reconnecter à soi-même, et comment fait-on en fait? Parce que tout le monde ne sait pas se connecter à lui-même. C'est difficile de se connecter à soi-même, effectivement. Oui, je pense qu'il faut une vie équilibrée. En fait, tu vois, je pense qu'il ne faut pas une vie de performance, mais une vie équilibrée. Équilibrée dans le sens de savoir trouver des moments, comme tu dis très bien, à l'extérieur avec des amis, une vie sociale, une vie professionnelle aussi où on se sent... Normalement, une vie professionnelle, ça donne de l'estime, c'est-à-dire qu'on dépasse, on gagne des compétences, on se sent bien. Par contre, quand c'est plus le cas et qu'on se sent amoindri, qu'on est dans le fait d'être morose et pas bien, c'est parce que la question de changement de travail est importante aussi. Mais en tout cas, on est obligé d'avoir plein de petites choses qui viennent stimuler l'essence. On en a parlé effectivement lors d'une interview où on disait que la distraction était quelque chose qui surstimulait l'essence à l'extérieur au lieu de nous centrer sur nous-mêmes. Et quand on est centré sur nous-mêmes, normalement, nos sens sont censés nous permettre d'évoluer au mieux pour nous, en confort, le bonheur, en tout cas l'harmonie. Et effectivement, ces sens, s'ils ne sont pas exploités et qui ne sont plus stimulés, ben on s'éteint, on meurt, c'est comme une mort lente en fait, où la routine vient nous étourdir et nous ensommeiller, on va dire ça. Alors les humains parlent souvent de « j'ai réussi ma vie » ou « j'ai raté ma vie ». C'est une notion en fait blanche ou noire, assez manichéenne. Est-ce que tu crois qu'on peut rater sa vie ou réussir sa vie? Non, je pense qu'on va rater des opportunités. Et du coup, on peut avoir du regret sur ces opportunités, surtout si on n'en fait rien et qu'on reste dans l'état actuel, ce qui fait que des gens sont malheureux de leur existence ou heureux de toute façon. Après, rater sa vie, il n'y a pas d'attente de l'extérieur. Moi, les guides m'avaient dit une fois, si tous les êtres humains osaient être pleinement ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire être pleinement et rayonner toutes leurs qualités, tous leurs défauts et vivre pleinement, le monde ne serait pas ce qu'il est. Simplement parce qu'on vit dans la peur, on vit dans le conditionnement, il faut bien faire ceci, il ne faut pas bien faire cela. Donc c'est bien pour le collectif d'avoir des normes. Je reprends le secteur du Japon, c'est important d'avoir effectivement une forme de discipline, ça crée la sécurité, de la paix mentale aussi. Mais par contre, c'est savoir qu'on ne trouvera jamais réellement l'équilibre quand on est extrêmement nombreux comme on est, et c'est un fait, c'est qu'il y a la notion de l'individu et du collectif. Et des fois, il y a des choses qui se font au détriment de l'individu pour le collectif et des choses au détriment du collectif pour l'individu. Donc la balance, elle est très fine. Mais en tout cas, si on fait le maximum de nous-mêmes, on ne peut pas regretter sa vie. On ne peut pas l'avoir ratée. On peut avoir raté. On a expérimenté. Voilà, on rate des occasions, on rate des opportunités. Et ça veut dire qu'on a pris d'autres opportunités. Et la divergence qui se trouve, enfin une divergence non, mais la problématique de l'être humain, c'est cette notion de choix. Et il y en a plein qui disent quel est le bon choix, quel est le mauvais choix. Mais en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il y a juste en assumer les conséquences. À expérimenter. Bien sûr.
Est-ce que dans le fond, on devrait être comme la fleur, le soleil, c'est-à-dire rayonner ou sentir bon sans se demander pourquoi on est une fleur et pourquoi... C'est vrai que la fleur, elle ne demande rien en échange, à part qu'exister, sentir bon, être là, pousser, mourir, renaître. Le soleil, il brille, il se demande pas pourquoi il brille. Est-ce que, dans le fond, alors c'est peut-être un peu idiot ce que je dis, mais est-ce que, en fait, ça doit être une leçon quand on regarde la nature. Est-ce qu'on doit s'en inspirer? Totalement. Totalement, je pense qu'il faut totalement s'en inspirer. Moi, la nature m'a énormément appris quand j'observais les animaux, leur comportement. Tu prends deux chats qui se courent après, s'il y en a un qui se met à boire, l'autre arrête de lui courir après. Il y a une forme de respect, d'écoute, des besoins, pour un envie de jeu par exemple. La nature est à écouter. Et dans cette notion de fleur, est-ce qu'effectivement il y a un épanouissement, on va dire, favorable pour certains? Comment ça se fait? Est-ce que c'est bon, pas bon? Elle offre ce qu'elle est, une fleur. Elle offre ce qu'elle est. Et je dirais que quand on vient, on a nos qualités et nos défauts. C'est-à-dire que comme des cartes, tu nais sur Terre, tu as ton jeu de cartes, et le but c'est de savoir comment tu vas jouer tes cartes toute ta vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, c'est des cartes que tu as en main. Et si une personne née avec, je sais pas, un doigt en moins, un doigt de pied en plus, enfin, on a tous des critères spécifiques qui font qu'on a notre génétique, on a toute l'histoire de nos milliards d'ancêtres derrière. Déjà, tu montes à plus de 15 générations, il y a plus de 100 000 ancêtres. Il y a quand même beaucoup de personnes qui rentrent en compte et on est le fruit de toutes ces expériences. On est le fruit de toutes ces choix, ces erreurs, ces non-erreurs, opportunités, échecs. Et en fait, on ne peut pas dire que nous-mêmes, on ait raté notre vie. Peut-être que les ancêtres, on nous dit à un moment donné qu'ils avaient raté leur vie. Mais on est là, nous, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils l'ont réellement raté? Peut-être pas, au final. Ouais. Il y a ce sentiment, et puis il y a ces fichues émotions quand même. On vit en permanence avec nos émotions. Alors quand elles sont sympas, quand on est amoureux, quand on est joyeux, quand on a du bonheur, quand c'est votre anniversaire, que vous avez tous vos amis. Et puis il y a la tristesse, il y a la dépression, il y a oui, le chagrin. Il faut vivre avec tout ça, ces émotions permanentes. Les peurs. Est-ce qu'il y a, toi, comment faire avec ces émotions? Est-ce que on dit beaucoup, faut accueillir ces émotions. Mais bon, accueillir, ok. Moi, j'avais une amie je me fichais un peu d'elle parce qu'elle était là. Accueille. Oui, j'étais en colère. Accueille. Bah non, j'ai pas envie d'accueillir. Tu vois, là, ça c'est mon humanité qui parle. J'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie d'avoir du chagrin, j'ai envie de ressentir des plus belles émotions. Mais pourtant, dans le fait d'accepter ces mauvaises émotions ou ces émotions contraires, comment on fait avec ça? J'adore ta question parce qu'en fait, on me l'a posée et je trouve que c'est une problématique qu'on a tous rencontrée. Forcément, on n'a pas envie d'être en colère, on n'a pas envie d'être triste, mais personne n'a envie d'être dans des émotions qui font des fluctuations. Tu vois, j'ai créé une académie en 2023, qui s'appelle Humanization, la réalisation de l'être humain. Et là-dedans, on fait le distinguo entre les sentiments et les émotions. Une émotion, elle fait partie du fait d'être vivant. On ne peut pas y échapper. C'est parce que tu es vivant que tu as des émotions. Donc au contraire, elles sont toutes à accueillir. Colère, tristesse, joie, voilà. Elles sont là à accueillir. Les sentiments, par contre, ça c'est autre chose. Un sentiment, c'est une projection de ton état émotionnel en fonction d'une situation, d'une attente, d'une blessure, et donc c'est prismatique. Par exemple, si quelqu'un te dit « oh, ben, je t'ai acheté une robe, t'as vu ?» et tu dis « waouh, c'est trop bien, je suis contente », tu vas être dans la joie. Même situation, « ouais, t'as vu, je t'ai acheté une robe, oh, mais puis ouais, pourquoi tu me mets de mes affaires, c'est pas le style que je porte ?» Colère, joie. Oui. C'est un sentiment. T'as l'émotion, mais le sentiment que tu mets derrière va définir ta capacité d'accueil de ton émotion. Donc en fait, les émotions, on ne peut pas y fuir, donc on n'a pas envie, mais c'est de les laisser. Ouais. Et c'est savoir aussi qu'elles sont messagères. Donc pour moi, quand les gens disent accueil comme ça, ouais. Même moi, quand on me dit accueil, le lâcher prise au début, ça va. Hein. Le lâcher prise, c'est bon. Donc en fait, c'est surtout qu'est-ce que cette émotion vient révéler. Si elle a colère, généralement, c'est qu'il y a une contrariété, une incompréhension, une saturation. C'est quand il y a un mécanisme de changement. Et pour moi, la colère, c'est l'émotion la plus positive de toutes. Parce que c'est la seule qui te permet de sortir d'un état de tristesse, de dépression ou de peur vers de la joie. La colère, elle est là pour dire j'en ai ras-le-bol. Il y a un truc qui ne me va pas. Je veux changer. Donc c'est pour moi une émotion alchimique. Ça, on le voit dans le mentorat, dans cette académie, où justement on voit comment les émotions, les qualités et les défauts
alchimise d'une personne. On peut aussi des pièges du mental, ou comment notre mental peut nous biaiser sur l'évasion, la procrastination, etc. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ces émotions, pour moi, elles sont humaines. Donc on ne peut pas les fuir, au contraire. Effectivement, les accueillir, mais on se dire juste, ok, là je suis fière. En tout cas, les reconnaître. De la vie, ouais, mais de la vie, je veux dire, ok. C'est-à-dire ne pas te mettre un bâton dans les roues avant que l'émotion ait fini de s'évacuer. C'est-à-dire, effectivement, tu as de la colère, je l'évacue, je suis en colère, je râle parce que le facteur il arrive en retard, râle, ok. Et après, c'est se dire, ok, maintenant que j'ai évacué et que j'y vois un peu plus clair, pourquoi j'étais vraiment en colère? En fait, je me suis sentie mal aimée parce que le facteur il n'était pas arrivé à l'heure et parce que j'avais d'autres choses pour moi, donc je l'ai pris contre moi. Ok, donc c'est venu quoi? C'est venu nourrir un manque d'amour, un manque de tolérance que j'ai déjà vécu durant l'enfance. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? C'est me dire que tout va bien, qu'effectivement il n'a pas fait ça pour me faire du mal ou autre, et que de toute façon, comme on va dire, il n'y a pas de hasard, mais en même temps, ça m'a permis de faire autre chose. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait à manger. Au final, tout va bien, tout est ok. Tu vois, c'est d'abord un processus psychique de déprogrammation des émotions et des contrariétés. Moi, je trouve que comment te dire, l'émotion ou la plus paralysante et la plus commune chez les humains, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, il y a les peurs, bien sûr, mais je mettrais en premier l'abandon. Est-ce que, parce que on a tous vécu l'abandon avec la mère, puisque quand on naît, fatalement, eh bien, on n'est plus deux, on est tout seul. On coupe le cordon, hein, Platon raconte que autrefois, eh bien, les humains avaient 2 jambes, 2 bras, et comme ils se rebellaient contre Zeus, Zeus a décidé de les punir, il les a coupés en 2. Donc, comme si l'humain était perdu d'une de ses parties. Est-ce que pour toi l'abandon est quand même le sentiment le plus partagé et le plus difficile à guérir? Je pense que oui, et clairement l'abandon, pour la simple et bonne raison qu'elle est c'est à la fois un sentiment et c'est à la fois une blessure pour moi. C'est dur. À la fois on peut être blessé par l'abandon et en même temps ça fait partie effectivement de quelque chose que l'on vit, que l'on peut texturaliser, qu'on peut ressentir même si on n'a pas vécu d'abandon. C'est-à-dire que tu peux regarder un film, mais si dans ta vie tout va bien, que tu n'as jamais ressenti vraiment une séparation, tu peux te mettre à la place de la personne et ressentir l'abandon que la personne ressent. Et c'est quelque chose effectivement de très douloureux. Pourquoi? Parce que ça renvoie à cette notion de mortel. Tu parles de des dieux, des humains immortels, enfin des êtres immortels et des humains mortels. Et ça nous renvoie à cette notion d'incomplétude. On n'est pas complet parce qu'à un moment donné, on se fane, on meurt, on vieillit, il y a des choses qui se terminent. Et pour moi, cette notion de fusion, tu parlais de cette séparation que du coup, dans ce que dit Platon, des êtres humains coupés en 2, et il y a vraiment cette notion de que l'autre est autre, mais en même temps, chaque personne, en fait, pour moi, dans cette image, il y a cette richesse, on n'est plus relié à un seul être humain, on est relié à une multitude. Et en fait, on a autant à apprendre de chaque personne et on peut se nourrir de chacun, tout comme on peut nourrir chacun. Et au final, déjà, peut-être ce que ça fait, qui semble une punition, est peut-être l'occasion justement d'aller encore plus loin. Et quand on est avec la mère, en sachant que le sang de la mère et de l'enfant reste, on va dire, comme connecté, on dit que la mère a un 6e sens, elle est toujours connectée à son enfant, c'est ça qui est douloureux. C'est de savoir qu'en fait, elle n'est pas responsable de la qualité de vie de son enfant. Elle fait au bout, elle ne peut pas le sauver. Tu vois, j'entendais parler des animaux, on parle de l'observation. Par exemple, il y a des cigognes. Si par exemple dans la portée, il y en a un qui est un peu soit malade ou elles auront du mal à nourrir parce qu'il y a un manque de nourriture, elles peuvent se débarrasser, il y a certains animaux qui font, qui se débarrassent d'un nouveau-né. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal au cœur. Mais ce qu'ils font, c'est pour la survie de l'espèce. Donc il y a cette notion de survie. Et c'est très dur pour nous en tant qu'être humain de se dire, mais non, on ne peut pas se débarrasser de quelqu'un qu'on aime, de quelqu'un qui est de notre chair. Et c'est très très dur. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas le vivre d'une manière physique. On ne va pas donner la mort à un enfant, pas du tout. Mais de savoir prendre du recul et de prendre la distance sur ce lien, sachant qu'on est nous-mêmes tous en carence affective, on est de l'espèce, je pense, la plus carence affectivement, où on a du mal à avoir de la clarté des fois par rapport à ce qu'il fait, etc. Et oui, pardon, excuse-moi, je te coupe, pardon, mais l'idée aussi, ça lie avec l'idée de la séparation. Parce que parfois, même quand on se sépare de quelqu'un parce qu'on ne veut plus vivre avec lui, des séparations amoureuses, qu'on ne subit pas mais qu'on génère, c'est-à-dire qu'on quitte quelqu'un, on a du mal aussi avec cette séparation. La séparation, c'est quand même quelque chose d'hyper douloureux en tant qu'humain. Ouais, totalement. Pour moi, c'est équivaut à un deuil. C'est comme
comme quelqu'un qui décède, ça te fait le même effet. Chaque séparation, même quand un enfant perd un jouet, c'est une séparation, c'est un deuil. Et proprement parlé, ton corps le vit pareil. Comme on dit, le cerveau, il fait pas de différence entre l'imaginaire, le rêve, la réalité, le passé, le futur. Mais notre corps ne fait pas de dissociation entre une personne qui décède et une rupture amoureuse. Sur le coup, l'intellect, oui, mais le corps fait pas vraiment la différence. C'est une notion de je ne vis plus la même expérience avec la personne, je me sens triste, je me sens dépossédée. Et ça, c'est une épreuve, effectivement, pour l'être humain. C'est une grosse épreuve. Là, dans ce que je peux donner, pour les gens qui écoutent, un conseil pour mieux vivre cette notion de séparation, c'est de te dire, en fait, que quoi qu'il arrive, même si on est distant, on respire le même air. On est toujours là. L'autre, il est là. Et même si, entre guillemets, décède, on est tous interconnectés. Par exemple, les plantes qui poussent, en fait, on dit, comme disait Einstein, rien ne se perd, tout se transforme et donne un nouvel élément. C'est exactement pareil. Là, quand nos ancêtres sont morts sur certains endroits, il y a des éléments qui ont donné des plantes, de donner des fleurs. Tu parlais de fleurs tout à l'heure, et c'est exactement ça. C'est se dire qu'en fait, il n'y a pas réellement de séparation. Par contre, on n'a plus l'objet de notre manque de la même façon qu'avant. On l'a sous une autre forme, on l'a sous forme de souvenirs. On l'a sous forme effectivement de vidéos, de caméras. Maintenant, on fait beaucoup de photos. Oui, mais il y a un manque physique. Il y a cette notion de manque. Physiquement, oui. Et c'est un challenge effectivement que de savoir se donner cet amour et ce manque, la notion d'être son propre parent, mais qui est un challenge, je ne dis pas que c'est simple, et surtout savoir accueillir ce manque, c'est-à-dire savoir dire à l'enfant intérieur, ok, ouais, sois triste, oui c'est le cas, oui ce n'est plus comme avant, oui, c'est déjà cette phase d'acceptation, et pas dans le sens de, oh c'est pas grave, non, c'est, ouais, ok, ça fait mal, ouais, vas-y pleure, vas-y décharge-toi, ouais, oui, un manque, oui, et ce manque, du coup, s'il y avait la personne à côté de toi, qu'est-ce que ça t'apporterait de plus? Ça t'apporterait de la sécurité? Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que là, avec toi-même, tu n'es pas en sécurité? Tu te sens faible? Tu as un manque de confiance? Donc, tu as dit que l'autre t'a apporté le manque de confiance. Ok. Est-ce qu'il y a un moyen que tu puisses faire pour te donner cette confiance? Se donner cette affection, cette chaleur humaine? Ok, tu peux. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Ok, il y a une limite. Comment est-ce que tu peux la trouver à l'extérieur? En fait, c'est un cheminement, je dirais, d'une vie entière. Ouais. Il n'y a pas une solution pour moi. C'est pour ça que quand les gens proposent une solution unique, c'est très compliqué. Chaque être humain est différent, chaque vécu est différent, chaque pays, chaque culture est différente. Et une personne ne vivra pas la même séparation. Par exemple, nous on est dans un pays qui aime énormément les chiens. Par exemple, à Bali, les chiens, c'est la réincarnation des mauvaises personnes pour eux. Ah oui. Donc, en fait, on va pas vivre le même rapport avec l'animal d'un pays à l'autre. Il y en a en Chine, je sais qu'il est mangé, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais c'est notre culture, c'est nos valeurs morales qui vont faire qu'on va souffrir plus ou moins de la séparation. Par exemple, dans les pays qui croient vraiment à la réincarnation où tout va bien, ils sont contents, super, l'ancêtre il est parti. Donc il y a le manque un peu de souvenir, mais la joie de se dire que l'autre va être mieux. Donc c'est toujours notre considération de la réalité, notre vision, qui pour moi va faire l'intensité de notre blessure d'abandon. En fait, c'est l'angle de la caméra avec lequel tu regardes. Tu vois, si j'ai la caméra qui te filme, si je tourne la caméra à droite, on va voir une autre partie de cet endroit. Ça sera pas le même que, donc en fait, nos yeux, notre regard, parfois il faut savoir changer de lunettes et changer d'angle de caméra. Ouais, j'aime bien ton image, c'est exactement ça. Et je peux même te dire, je dis souvent aux gens par rapport au lâcher prise, parce que ça on entend parler, il faut lâcher prise. Ah oui, il y en a marre de ça, de lâcher prise. Mais moi je sais pas comment on fait lâcher prise. Ben, c'est dur. Donc je vais donner une image qui pour moi est parlante. Lâcher prise, c'est comme si tu étais face à une prise électrique, tu regardes et tu mets tes doigts dedans ou tu regardes la prise et tu dis bon allez, comment ça fonctionne? C'est comme ça, ouais il y a de l'électricité mais je sais pas. Et en fait tu restes figé sur une problématique où ton cerveau est en boucle et donc ça t'empêche, tu es face à un mur et donc proprement parler, hein, et une prise, mais du coup tu ne vois pas tout ce qui se passe. Lâcher prise, c'est savoir prendre du recul, donc tu recules de ton mur, tu oses regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe et dire ok, cette prise elle génère toujours du courant même si je la regarde pas. Ok, pour moi j'ai pas réussi la problématique, mais est-ce que ça m'empêche, le fait de porter un regard extérieur ou ailleurs, de vivre autre chose et surtout est-ce que ça va être délétère pour cette situation? Non. À se dire ok, mais en fait je ne suis pas en mode, et là je parle souvent de je ne vais pas mourir, je ne suis pas en survie, tout va bien. Je ne vais pas mourir parce que je m'éloigne d'une situation ou que je la regarde autrement ou que je regarde tout ce qui la compose autour. Et l'être humain, pour moi, a une grande peur, c'est la peur de la mort. On parle de qu'est-ce que vivre en tant qu'être humain. Pour moi... De disparaître, ouais. La peur de disparaître. Et le mot humain vient de humus.
c'est la même chose que pour le champignon, l'humus. Nous sommes tous interconnectés, cette notion de foisonnement et de vie, le fait de se répandre, on a cette soif de vie. L'humain a besoin de se sentir vivant, d'explorer tout, il est créateur, il est créatif, on a de belles qualités en tant qu'être humain. Par contre, ce qu'on en fait, comme ça répond à des peurs et à la peur de la disparition, qui est même au-delà pour moi de la peur de la mort, mais du coup on va créer des situations qui vont être néfastes et du coup on va engendrer nos morts par peur de disparaître. C'est dommage. Mais pourquoi la vie ne nous rassure pas sur la mort? Pourquoi elle a laissé, enfin c'est une question complètement métaphysique, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais allez, je me lance. Si on savait ce qu'était la mort, c'est-à-dire que c'est une autre fréquence, une autre vibration. Tout à l'heure, tu parlais de vibration, de fréquence. T'es plus sur RTL, mais t'es sur France Info. Voilà, t'es plus une matière, t'es un esprit. Si on savait ça, ça nous rassurerait. Et peut-être qu'on pourrait vivre de manière plus légère si la vie enlevait ce voile qu'est le mystère de la mort. Pourquoi il y a ce mystère de la mort que personne n'a jamais percé, excepté quelques médiums? Donc tu fais peut-être partie. Enfin, tu fais partie. Ta spécificité, c'est pas parler aux morts, mais tu peux y arriver si tu veux. Enfin, Ouais, dis-moi si je me trompe. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait une EMI quand j'étais toute petite, à ma naissance. J'étais en réanimation, je suis prématurée, mais c'est bizarre ce que je veux dire. Mais une expérience de mort imminente. Exactement. Et c'est étrange, mais je m'en souviens dans le sens que je me souviens survoler la couveuse. Enfin, c'est des flashs, c'est vraiment des micro-flashs. Je vois les couleurs, je vois des visages, c'est un peu embrumé, mais je le vois. Et je sais que ça m'a certainement aidé aussi à ramener un peu plus de capacité dedans, parce qu'on dit souvent que les EMI favorisent. Mais voilà d'où ça vient tout ça. C'est facile. Bon, mais je vous dis pas d'en faire, attention. Faut pas chercher à produire ça. Mais concernant la notion de mort, je pense qu'elle fait peur parce qu'on n'a pas appris à vivre. Et quand j'étais enfant, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais dit à mon papa, j'étais à l'école primaire, on me demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Tu veux faire quoi comme métier? Et j'avais pleuré, j'avais dit à mon père, mais je veux pas faire un seul métier dans ma vie, je vais me tuer, je vais me taire, j'ai besoin de vivre, j'ai pas envie d'être Je voyais le métier ou la définition comme quelque chose de limitant. Et j'avais 6-7 ans. Il m'avait dit, mais t'en fais pas, de toute façon, dans la vie, il faut au moins 3 métiers pour être heureux. Et en fait, quand il m'a dit ça, c'est pas tant le fait d'avoir 3 métiers définis, mais c'est juste qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai cru à ce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'ai un métier défini qui va définir ma réalité et surtout mon mode de vie. C'est quand tu es jeune fille ou jeune femme, on te dit il faut prendre la pilule, maintenant que tu la prends c'est la vie. Non, moi c'est ce que mon médecin m'avait sorti. Non, t'as tes règles, hein, tu dois prendre la pilule jusqu'à la fin de tes règles. Non, ça marche pas comme ça. Ou quand tu auras un enfant, non, c'est pas comme ça. Tu es libre de définir ta vie et d'accepter tes émotions, des fois de détresse ou de peur, c'est aussi se dire ok, là la mort, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas, mais surtout la notion de se sentir impuissant, on n'a pas la maîtrise, mais dans la vie elle-même on est impuissante. Donc tu dis, est-ce qu'on ne serait pas plus rassuré si on savait ce qu'il y a après? Je pense pas, parce que tu vois, les gens veulent savoir déjà ce qu'ils vont vivre. Ouais. En sachant, ils sont aussi inquiets, et encore plus, ils sont dans la non-vie, parce qu'ils ont encore plus peur de louper le coche, de louper le passage. Et oui, je suis médium. Alors je dis médium parce que pour moi je fais le lien entre les mondes ou les vibrations. Je lis autant le conscient que l'inconscient, l'émotionnel que la psyché, le vivant que la personne décédée. C'est pas mon dada, dans le sens que ouais, je trouve que c'est pas... En des cas je le fais. Quand je sens que la personne est ok, qu'il faut le faire, je le fais. Mais pour moi il faut laisser aussi les gens se reposer. Quand je dis se reposer, c'est qu'il y a tout un éventail, on pourra en faire un épisode là-dessus, mais en gros c'est tellement complexe la mort, c'est tellement complexe la dimension, c'est tellement complexe le passage de l'autre côté, qu'il y a des nuances. J'aime bien le côté chirurgical, moi, de l'analyse de la vie, je vais toujours chercher au plus fin, mais qu'on ne peut pas dire une seule réponse. C'est tout un cortex de réponses, de paramètres physiques, métaphysiques, psychiques, émotionnels. Les défunts, ils ont autant de problématiques que nous, hein, je dirais. Il y a entre ceux qui ont conscience d'être morts, ceux qui n'ont pas conscience, oui. Les fausses couches, les personnes qui ont Alzheimer, les accidents de la route, les surdoses, les exécutions, enfin, c'est très dense. Et là, je dirais que c'est même au niveau de l'âme que ça se joue. Donc, on ne pourra pas parler de mort sans parler d'âme, donc de ce qui nous anime, animus, comme on dit sur une autre vidéo. Mais il y a vraiment pour moi cette notion de déjà être en paix dans le présent, permet d'être davantage en paix dans la mort. Après, même tu parlais d'ermite tout à l'heure, l'ermitage permet de se sentir plus en paix déjà avec soi-même. Les gens, quand ils vont chercher cet ermitage, ça va être de retrouver un sens à l'existence même, au-delà de la vie et de la mort, c'est de trouver un sens qui les apaise. Et c'est pour ça que je dis aux gens, croyez en ce que vous croyez qui vous fait du bien.
Il n'y a pas à croire forcément en une religion plus qu'une autre. C'est juste, vous voyez, ce qui vous apaise et qui vous fait du bien. Si vous croyez que manger du chocolat, ça vous fera du bien, et que du coup, vous y croyez tellement fort que pour vous, ça commence à être une réalité au niveau des sensations de joie, faites-le. Faites-le. Et c'est ça qui est le plus important, la force de la pensée. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent même fumer toute leur vie et qui n'ont pas de cancer, parce que leur pensée sera tellement forte comme quoi c'est pour soulager qu'elles se font du bien. Oui, mais c'est vrai ça. Alors qu'il y a certaines personnes, elles vont être tellement dans la culpabilité qu'elles vont avoir plein de pathologies. C'est vrai, c'est très juste. Moi, j'ai une amie à qui un médecin a dit surtout n'arrêtez pas de fumer, sinon vous allez tomber malade. Et alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il lui avait dit ça. Ben, parce qu'elle avait besoin de se remplir les poumons. Voilà, elle n'a jamais été malade. Elle a un âge avancé. Elle n'a jamais fait de cancer. Bon. Non, mais après, il y a des personnes aussi au niveau génétique qui ont plus de résistance. Donc oui. C'est vrai que je dis ça pour les gens qui nous écoutent, pour pas que tout le monde croie, bon, ben c'est bon. Oui, non, attention, voilà, attention. Pour ceux qui nous écoutent, mais pour ces personnes, oui. Ce à quoi tu te raccroches, en fait, ta foi, c'est ce qui est le plus puissant. Et même des fois, tu vois, les gens qui viennent me voir, c'est des gens ultra cartésiens qui croient en rien. Mais des fois, leur foi est dans le « je ne crois en rien ». Et en fait, du coup, ça ouvre toutes les portes du possible. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est des gens avec qui j'adore travailler. J'adore travailler avec des gens qui ont effectivement une approche assez terre à terre, parce que c'est justement là où ils ont tout le potentiel d'ouverture. Et surtout, tu vois, ça me fait retard quand je rote, pour petite parenthèse, généralement que les gens qui nous écoutent, ça va leur faire écho et du coup, ils vont peut-être tenter plus l'expérience, que ce soit avec moi ou avec d'autres, mais en tout cas, de s'ouvrir plus. Mais d'avoir en fait quelque chose, une conviction, c'est une opportunité en fait à créer d'autres croyances et d'autres certitudes. Mais des convictions ça permettent une modulation alors que les croyances certitudes des fois enferment. On parle de croyances limitantes. Donc quand tu as effectivement ce cheminement par rapport à la mort, de ceci, de cela, tu es en fait comme un enfant tout neuf qui s'ouvre à peut-être d'autres choses. Et je trouve ça super sympa que des gens qui vont vraiment être dans la certitude de plein de choses et qui ne vont pas lâcher. Tu vois. Merci Sarah, on va continuer notre série d'interviews. Là c'était le thème qu'est-ce que vivre en tant qu'humain. Écoute, j'espère que ceux qui nous écoutent auront trouvé quelques réponses, en tout cas une partie des réponses. Et nous allons continuer cette série d'interviews. Si tu le veux bien. Merci beaucoup Rosalie. À très vite. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner aussi à la chaîne pour suivre la suite. Et à bientôt.